Bien, bonsoir. Je voudrais commencer par rappeler, avant que nous entrions dans le détail de cette séance, je voudrais rappeler un peu la logique générale dans laquelle tout ceci s'inscrit, c'est-à-dire quel est le trajet philosophique dans lequel nous sommes ou nous tentons d'être. Le point de départ, mais qui, comme toujours en philosophie, est aussi le point qu'il s'agit de démontrer, de légitimer, c'est que, d'une part, il existe des vérités, c'est-à-dire des existants qui ont une valeur ou une portée universelle, qui sont reconnaissables comme tels. Ça ne veut pas dire qu'elles soient reconnues toujours comme telles, mais qui sont reconnaissables comme telles par tout sujet humain, quel qu'il soit. Donc, et une vérité, quelle qu'elle soit, d'autre part, est une production immanente dans un monde déterminé. Ça n'est pas quelque chose qui existe de toute éternité dans un ciel intelligible, c'est une création, une production. Donc les vérités sont créées, dans un certain sens, les vérités universelles sont créées. Descartes disait qu'elles étaient créées, mais par Dieu. Nous ramenons ça sur la terre, les vérités sont créées, mais pas par Dieu, elles sont créées par le collectif humain dans sa généralité, dans son histoire. Donc les vérités sont créées, mais elles sont créées dans des mondes déterminés, et par conséquent avec des matériaux déterminés. Donc il s'agit à la fois de lutter, vous le voyez bien, il s'agit à la fois de lutter contre la position sceptique ou relativiste, qui est « il n'y a pas de vérité universelle, tout est relatif », mais de lutter aussi contre la position dogmatique, qui est « les vérités existent de toute éternité dans une figure transcendante et extérieure ». Donc tout ça soutient l'existence des vérités, mais dans une dimension qui néanmoins les rattache à la vie terrestre et à la capacité créatrice de l'humanité. Alors finalement, cette thèse signifie que les vérités sont immanentes. Je dis ça parce que c'est le titre de ce séminaire, l'immanence des vérités, que les vérités sont immanentes en un triple sens. Premièrement, c'est celui que je viens de rappeler, qui est le sens de base, toute vérité est une production immanente dans un monde déterminé. Donc toute vérité, en définitive, est un processus de création qui a lieu dans les conditions déterminées d'un monde spécial, c'est-à-dire d'un monde localisé dans le temps ou dans l'espace. Donc un monde historico-géographique déterminé, c'est là que les vérités, quelles soient leur genre, qu'elles soient des vérités scientifiques, artistiques ou politiques, elles naissent dans un monde qui est un monde déterminé. En ce sens, les vérités sont immanentes au sens strict, c'est-à-dire qu'elles sont immanentes à la vie terrestre, à la vie du collectif humain, et là, immanence s'oppose de façon tout à fait classique à transcendante. Les vérités ne sont pas transcendantes, elles sont, en tant que production, elles sont immanentes. D'autre part, cependant, une vérité est aussi en exception, d'une certaine manière, au monde déterminé où elle se crée, c'est le second point, tout simplement parce qu'elle a une valeur universelle. Donc bien qu'elle soit produite dans un monde déterminé, elle a valeur pour d'autres mondes possibles, ou pour d'autres mondes réels. Pour prendre un exemple absolument élémentaire, un théorème de géométrie que vous trouvez dans les éléments d'Euclide est indubitablement un des résultats des efforts de pensée qui ont eu lieu dans le monde grec ancien. Donc c'est quelque chose qui est présent et déterminé, immanent à un monde bien défini, qui est le monde grec ancien. Cependant, ce théorème est intelligible, compréhensible et reçu aujourd'hui dans n'importe quel monde particulier
en tant qu'une vérité géométrique singulière dont on peut redonner la démonstration en chinois ou en javanais sans que la vérité de la chose soit altérée. Donc, bien qu'une vérité soit créée et déployée dans un monde déterminé, elle est en relation avec l'universalité, elle a en quelque manière une valeur positive potentielle pour d'autres mondes que celui dans lequel elle a été produite, et c'est d'ailleurs à cela, entre autres choses, qu'on la reconnaît. Ceci suppose, c'est un point que nous examinerons aussi cette année, ou peut-être l'année prochaine, mais ceci suppose qu'il y ait une relation entre vérité et quelque chose qui a une portée absolue. Il y a quelque chose qui n'est pas réductible aux conditions particulières, qui n'est pas relatif absolument de part en part aux conditions particulières de création de par exemple de la géométrie euclidienne. La géométrie euclidienne est par exemple écrite en grec. Donc elle est dans la langue grecque, donc elle est créée dans la langue grecque, elle est donc créée elle est rattachée à une particularité langagière, et on ne peut pas nier ce point-là, mais en même temps qu'elle est rattachée à une particularité langagière, vous voyez bien qu'il y a quelque chose en elle qui est transmissible dans d'autres langues, d'autres situations, d'autres siècles, et qui donc fait que quelque chose de cette création localisée, immanente à un monde déterminé, est néanmoins en relation avec ce que j'appellerais l'absolu. C'est-à-dire qu'il y a une valeur absolue de cette création qui cependant est immanente. Autrement dit, vous voyez, l'effort philosophique, là, c'est de détacher, autant que faire se peut, la possibilité que quelque chose ait une valeur absolue sans cependant être transcendant. Ce qui est au fond les conséquences qu'on peut tirer de la mort de Dieu. À partir du moment où on est dans l'élément, où on assume l'idée qu'on ne peut plus se référer à la transcendance divine pour garantir les vérités, alors ou bien on va déclarer qu'il n'y a pas de vérité, ou bien il faudra bien reconstruire une relation entre les vérités et l'absolu qui ne soit pas une relation transcendante. Donc, deuxième sens de l'immanence, quelque chose des vérités est dans une relation immanente à la signification absolue de sa valeur. Alors, je tenterai de montrer, on va un peu commencer d'ailleurs aujourd'hui, je tenterai de montrer que le signe de cela, le signe de ce que une vérité dans ces conditions-là entretient un certain rapport immanent à l'absoluité, le signe est donné par la valeur infinie d'une vérité. C'est-à-dire qu'une vérité n'est pas réductible aux paramètres finis dans lesquels, cependant, elle a été produite, constituée, inventée par des esprits humains, des collectifs humains ou des individus isolés. Elle n'y est pas réductible parce que, précisément, sinon, on ne comprend pas pourquoi elle a une valeur universelle, pourquoi elle reste vraie et perçue comme telle dans des mondes différenciés et quelquefois extraordinairement différents de ceux dans lesquels elle a été produite. Donc, on pourra dire qu'une vérité, c'est aussi le témoin de la possibilité d'une relation immanente du fini à l'infini. Une relation immanente, interne au monde, et donc en un certain sens en relation avec le fini de ce monde, mais bien que l'intérieur à la finitude de ce monde, en relation avec l'infini. C'est le deuxième sens de l'immanence des vérités. Il y a quelque chose dans une vérité qui établit l'immanence d'une relation possible du fini à l'infini, et cette idée d'ailleurs circule dans la philosophie depuis très longtemps, mais tout le point est de lui donner ici une signification précise. C'est le deuxième sens de l'immanence des vérités. Et enfin, le troisième sens, c'est que le devenir sujet d'un individu ou d'un collectif dépend de sa capacité à être immanent au processus d'une vérité. C'est-à-dire l'intelligibilité de la vérité
constitue le sujet humain, dans son rapport aussi à l'infini d'ailleurs, puisque la vérité c'est une relation du fini à l'infini, et en ce sens, on peut dire que être sujet, devenir sujet, c'est une autre forme d'immanence qui est l'immanence à un processus de vérité et à travers cela, une certaine relation à l'absolu. Donc vous voyez, immanence des vérités a donc ce triple sens, l'immanence de la production du vrai à un monde déterminé, l'immanence d'une vérité à une certaine relation possible du fini et de l'infini, comme signe du fait qu'elle touche l'absolu, et enfin l'immanence de tout sujet constitué comme tel, au-delà de l'individualité particulière, par immanence à un processus de vérité. Alors, la conclusion de tout ça, la conclusion négative, c'est que si on est dans une doctrine stricte de la finitude, c'est-à-dire si on considère que l'être humain, de quelque manière qu'on l'envisage, est réductible à des paramètres finis, l'argument, vous le savez, le plus commun, le plus principal, le plus important, c'est que l'être humain est mortel. Mais il y en a beaucoup d'autres. On peut par exemple installer une finitude culturelle. On peut dire tout ce qui est créé par l'homme est créé dans une culture particulière et n'est compréhensible qu'à travers cette culture. Donc on peut avoir un relativisme culturel. On peut avoir d'autres figures de la finitude qui sont le caractère inachevé, nécessairement totalement inachevé, de tout accès au vrai. La thèse qu'on enseigne très souvent dans les classes de philosophie, que les vérités sont l'objet d'une recherche infinie qui n'aboutit jamais. Que donc finalement, le mieux qu'on puisse acquérir, c'est la subjectivité du doute. Tout ça, ce sont autant de variantes autour du thème selon lequel il n'y a pas d'immanence des vérités en réalité, mais qu'il n'y a pas de vérité du tout. Il n'y a pas de vérité au sens où une vérité n'est pas une vérité si elle n'a pas un toucher universel qui permet de l'extraire de son lieu de constitution et de création. Et donc on dira, la finitude, la thèse de la finitude comme ça, il n'y a pas vraiment de vérité, il y a des opinions et des cultures. Il y a des opinions et des cultures. Alors, si on veut sortir d'un monde dans lequel il n'y a que des opinions et des cultures, eh bien, il faut procéder à une critique minutieuse de la thèse de finitude et il faut montrer comment l'infini est une ressource requise comme garantie obligée de tout ce qui concerne les vérités ayant une valeur universelle. Alors, ce que je voudrais aujourd'hui faire, c'est de vous proposer une sorte de démonstration de ce que cette ressource infinie, requise pour toute vérité, s'infiltre jusque dans les procédures à la fois les plus simples et les plus abstraites de la pensée. Autrement dit, je voudrais vous montrer sur des exemples, comment fonctionne en réalité à un niveau très abstrait et très élémentaire en même temps, comment fonctionne cette relation immanente entre le fini et l'infini. Alors, pour ce faire, nous allons tourner autour d'un exemple fondamental, extrait des mathématiques, mais vous allez voir tout de suite que la signification n'est pas du tout restreinte aux mathématiques. Le point va être le suivant. Considérons une multiplicité quelconque, absolument quelconque. Ce qu'on appelle en théorie un ensemble, une multiplicité d'éléments. Vous pouvez envisager l'immanence à ce multiple, c'est-à-dire la présence dans ce multiple, de deux façons tout à fait différentes. Vous pouvez considérer les éléments qui composent la multiplicité en question, on pourrait appeler ça l'immanence élémentaire, c'est-à-dire un élément est ce qui constitue la multiplicité dans laquelle il se trouve, ou bien vous pouvez considérer des parties de cet ensemble, c'est-à-dire des combinaisons entre éléments différents. Si vous dites la France, vous pouvez la considérer comme la collection de la population française, vous pouvez la considérer comme la collection
des individus qui composent cette totalité. Dans ce cas-là, vous prenez les éléments qui la constituent, mais vous pouvez aussi considérer des regroupements d'éléments qui sont des parties. Alors, vous pouvez considérer les bourguignons, les chauves, les malades, etc. Vous voyez bien que c'est une remarque tout à fait élémentaire, mais c'est deux façons d'être dans quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit que ce sont deux paradigmes de l'immanence. Vous pouvez être dans quelque chose au titre d'élément, ou vous pouvez être dans quelque chose au titre de regroupement et donc de partie. Donc il y a une immanence partitive et une immanence élémentaire. On peut les nommer comme ça. C'est en ce sens que vous pourrez dire que la Bourgogne est dans la France et que vous êtes dans la France aussi. Mais le rapport à la population française n'est pas le même, puisque dans un cas, vous allez jusqu'à ce qu'on pourrait appeler l'atome de la composition du peuple français, qui sont les individus eux-mêmes. Et dans l'autre cas, vous avez déjà des regroupements de ces éléments dans la figure des parties. Alors, un point tout à fait important qui a été démontré rigoureusement très tard, en fait par Cantor, à la fin du XIXe siècle, c'est le point suivant. Les parties sont énormément plus nombreuses que les éléments. Et qu'il y a, dans un multiple donné, quel qu'il soit, on peut dire, en un certain sens, infiniment plus de parties qu'il n'y a d'éléments. Ce point, qui est un point d'observation théorique, qui va nous retenir aujourd'hui, vous voyez qu'il a une importance considérable, parce que ça signifie que la ressource collective est infiniment plus nombreuse et offre infiniment plus de possibilités que la ressource individuelle. Et que si vous comptez que le collectif est composé strictement d'individus et que ses potentialités sont les potentialités individuelles, vous êtes dans une pauvreté relative par rapport à la ressource des regroupements, c'est-à-dire des collectifs, dont on peut montrer qu'ils sont infiniment plus nombreux que les individus. Et donc, vous voyez bien que ce sont deux approches tout à fait distinctes de la possibilité d'une multiplicité, et ça donne lieu à des débats considérables en politique sur la question de savoir où est la ressource de l'action, de la légitimité, etc. Est-elle finalement dans le nombre des individus, ou est-elle dans les potentialités de regroupement entre individus, lesquels débordent de beaucoup la ressource des individus? Donc si vous prenez le vote c'est une détermination qui se fonde sur la capacité des individus, et la numéricité, le nombre compté, est un nombre d'individus. Si vous prenez par contre la question des mouvements politiques, des grèves de masse, des rassemblements, des partis, de tout ce que vous voulez, c'est une approche entièrement différente, parce que vous étayez sur une ressource collective dont la racine, dont le développement immanent, crée des possibilités immédiatement beaucoup plus nombreuses. Autrement dit, si l'horizon, c'est la possibilité des individus, il est extrêmement mutilé par rapport au fait que l'horizon soit constitué par la possibilité des collectifs. Alors ça, c'est un premier point. Et on peut dire que nous avons là un théorème ontologique crucial, qui est que le nombre des individus qui composent un multiple quelconque est obligatoirement plus petit, et nous le verrons beaucoup plus petit, que le nombre des regroupements possibles d'individus à l'intérieur de l'ensemble. Et de ce point de vue-là, quasiment au niveau le plus abstrait, l'individualisme est une doctrine pauvre. C'est une doctrine pauvre. Elle est souvent prise comme l'enrichissement ultime de l'évolution de l'humanité, de ramener tout ça à la liberté des individus, mais en réalité c'est une doctrine pauvre, c'est une doctrine qui restreint les possibles dans des conditions considérables par rapport à ce dont les regroupements collectifs sont capables en termes de potentialité. C'est une restriction des possibles.
Notons ce point au passage. Ça crée beaucoup moins de possibilités, alors que quelquefois la propagande prétend que ça en crée beaucoup plus. Parce qu'effectivement, on a l'expérience et la visibilité immédiate de ce que c'est qu'un individu, tandis que justement, les regroupements d'individus, on ne sait jamais d'avance ce dont ils sont capables, puisqu'ils ont une potentialité d'intervention qui est pratiquement infinie. Alors, ça c'est le premier point sur infini et fini, nous y reviendrons, mais il y a une autre différence qui va nous intéresser beaucoup. Prenez l'affirmation dont je vous parle ici. Le nombre des parties d'un ensemble est beaucoup plus grand que le nombre de ses éléments. Le nombre des regroupements est beaucoup plus considérable que le nombre des individus à strictement parler. Donc, la possibilité collective est beaucoup plus grande, en fait, que la disponibilité individuelle. Un point qui est très frappant, c'est que c'est un théorème, donc on peut le démontrer, ça. Et on va essayer aujourd'hui de montrer qu'on peut le démontrer. On peut le démontrer, mais il y a des démonstrations très différentes. Et surtout, et nous voyons ressurgir là la différence entre le fini et l'infini, il y a une différence absolue dans la démonstration de ce théorème dans le cas d'un multiple fini et sa démonstration dans le cas d'un ensemble infini. Non, c'est moi le seul et unique Ahmed. Oui, j'ai bien compris, c'est moi le seul et unique Ahmed. Imbécile, si je dis c'est moi le seul et unique Ahmed, toi tu dois dire c'est toi le seul et unique Ahmed. Mais je le sais bien, c'est toi le seul et unique imbécile. Quel crétin. Mais tu ne connais même pas le calcul élémentaire. Tu n'as pas dépassé la seconde année de maternelle. Regarde bien. Nous sommes deux, oui ou non? On est deux. Et 2, c'est 1 plus 1. Ah ben j'ai tout compris. Puisqu'on est deux fois un. Hein? 2 fois un Ahmed. Et puisque tu es un Ahmed, ce que l'Ahmed que tu es est 1. Or, tout ce qui est 1 est unique. Donc, je suis l'unique Ahmed. Pas toi, moi. Tu as dit, puisque tu es un Ahmed 1, et que tout ce qui est 1 est unique, tu dois conclure, donc, tu es l'unique Ahmed. Mais j'ai bien tout compris, mais j'ai fait un raisonnement sous-entendu. Qu'est-ce que c'est que ça, un raisonnement sous-entendu? Un raisonnement, on doit toujours l'entendre. Mais je te comprends parfaitement. Un raisonnement, on doit le faire raisonner. Oh, raisonne. Raisonnement sous-entendu. Mais tu es complètement marteau. C'est plutôt sur l'enclume qu'on fait raisonner les raisonnements. Écoutez-moi ça. On était 2 Ahmed. Chacun 1. Donc je suis 1. Et ce qui est 1 étant unique, je suis l'unique Ahmed. Et moi alors, qu'est-ce que je suis? Tu en as une idée? C'est tout le problème. Ça relève de l'arithmétique supérieure. C'est forcément très supérieur. J'ai parfaitement compris, notre maître. Tu n'as rien compris du tout, hein? Crétin empoulé. Que monsieur qui se prétend Ahmed vienne encore mettre son nez dans nos affaires, en quoi ça change le problème et le raisonnement? Mais parce qu'on était 2 à être chacun 1. Et que maintenant, on est 3. Or, 3, c'est beaucoup plus que 2. C'est transcendant. 3. Transcendant? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce jargon? Il a raison.
c'est énormément plus que 2, 3. Parce que dans 3, il y a 8. Dans 3, il y a 8. Alors dans moi, il y a l'huître et sa perle. Ce monsieur déshonore Ahmed par des facéties ridicules. J'ai tout compris. Lui aussi est un imbécile. Vous allez voir, mes petits amis. S'il n'y a pas 8 dans 3, disons que je m'appelle A1, comme Ahmed 1. Que lui, là, il s'appelle A2, comme Ahmed 2. Et puis, lui, A3. Alors, puisque, justement, il y a 3 Ahmed. D'accord, mais j'ai tout compris. Chacun des Ahmed qui est 1 est dans le 3, parce que 1 plus 1 plus 1, Voilà. ça fait 3. Hein? Voilà. Ahmed 2. Voilà. Ahmed 3. Voilà. Tous dans le 3. Ça fait donc déjà 3 dans le 3. Ouais. Alors maintenant, je me mets avec Ahmed 2. Dans le 3. Je me colle contre lui. Et je laisse tomber Ahmed 3. C'est 1 et 2 ensemble. Ça fait encore quelque chose qui est dans le 3. Comment ça dans le 3? Ben, où veux-tu que nous soyons? On est 2 Ahmed à l'intérieur du 3, et si tu les mets ensemble, ils sont toujours dans le 3. Par où ils pourraient sortir? Ben, c'est bien vrai. Les deux de A1 et A2, il est fait avec des bouts du 3. Il reste forcément collé dans le 3. Eh ben, on a donc déjà trouvé 4 choses dans le 3. Hein. Bon, mais si je me colle maintenant avec A3... Celui-là qui comprend toujours tout. Ça fait encore autre chose qui est dans le 3, oui. Parce qu'elle est faite de ce qu'il y a dans le 3 et de rien d'autre. Ben donc, ça fait 5 choses dans le 3. Oh là, j'ai l'impression de me faire avoir avec ce 3 qui fabrique du 5. Ah oui, on se fait avoir. Ouais. Dans les grandes largeurs, ouais. Je pige ça parfaitement, et même dans des très grandes largeurs, puisque il y a au moins encore une sixième chose dans le 3. Toi, l'imbécile, tu envoies une 6e. Là, si on se colle ensemble, bien, si on se colle ensemble, toi et moi, voilà, en faisant tomber notre vénéré maître, ça fait encore un truc qui est dans le 3, puisque c'est encore 2 Ahmed sur 3. Ben, il n'est pas mauvais, le petit. Hein. Et maintenant, on se colle ensemble tous les 3. Bien serré, hein. Bon. Ah, ça fait encore un groupe qui est dans le 3, hein. Ah ben, ça y est. J'ai trouvé comment vous nous possédez. On l'a déjà compté celui-là au début. Quand vous avez dit il y a A1 et A2 et A3 et ça fait 3 choses dans le 3. Bah, pas du tout. Non, mais vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Au début, hein, je les ai comptés séparément. Hein. 1, 2, Eh ben 3. eh ben oui. Mais là, revenez là. Ben là, je nous compte en bloc. Je nous compte en bloc, là. Hein? Et au début, et en bloc, comme on est là, eh ben, ça fait une chose tout à fait différente des 3 autres. Ah ben j'ai tout compris.
Chaque Ahmed fait 1, mais les 3 Ahmed pris ensemble, ça fait 1 aussi. Qui n'est pas du tout le même 1. Puisque au lieu d'être un Ahmed, il y en a 3 collés ensemble. Ah non, mais je me fais avoir, hein. Je me fais posséder. Qu'est-ce que c'est que ce 3 qui est dans le 3? Ben, où veux-tu qu'il soit le 3, sinon dans le 3 hein? S'il fallait qu'il soit ailleurs, il serait au moins 4. Ah non, mais je me fais avoir jusqu'au trognon. En tout cas, on a trouvé 7 choses dans le 3. Ah oui, 7 et pas 8. Peut-être qu'il y a 7 dans le 3, mais vous avez dit 8. Où elle est la 8e? Vous pouvez nous la montrer, cette fameuse 8e? Oh ben, la montrer, oh, elle existe. Hein. Mais la montrer, c'est une autre paire de manches. Hein. Ah, c'est vrai que je ne vois pas où elle peut être, la 8e chose. 8e 8e, où es-tu? Oh! Je ne vois rien. Dis donc, l'imbécile, refaisons toute l'histoire et comptons bien. À vos ordres. Alors. Ahmed. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est déjà fait, 6 et 7. On n'en sort pas de là, c'est 7. C'est 7 et puis c'est tout. Ce monsieur ne sait pas l'arithmétique transcendante. Ah ouais. Les difficultés, là. Ah, doublure sarcastique, va. Ahmed numéro 2. Mets-toi tout seul devant le tableau. Allez. C'est là une des choses qu'il y a dans le 3. D'accord? Oui. Bon, ben maintenant tu t'en vas. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait comme opération? Il y avait un Ahmed devant le tableau, et on a enlevé un Ahmed du tableau. Je sais, maître, je sais, on a fait une soustraction. On a fait un Ahmed, moi, un Ahmed. Et un Ahmed moins un Ahmed, ça fait... 0 Ahmed. Et 0 Ahmed, puisqu'il est fait avec des Ahmed du 3, puisqu'il est Ahmed 2 moins Ahmed 2, eh bien il est aussi dans le 3. C'est la 8e chose du 3. Oh là là, c'est lumineux. Le 0 Ahmed étant fait avec des choses du 3 des Ahmed est lui-même une chose de ce 3. Mais on se fait posséder. Une chose. Mais regardez devant le tableau, il n'y a rien du tout. 0, ce n'est pas une chose. Attention, pas 0 n'importe quoi. Hein. 0 Ahmed. Bah oui. Bah, si c'est 0 Ahmed, ça vient des 3 Ahmed. Et quant au fait que le tableau est vide, bah, je vous avais prévenu. Hein. La 8e chose, on ne peut pas la montrer. On peut que la penser. J'ai entièrement compris comment ce raisonnement résonne sur l'enclume de notre mère. Oh, je pense 0 Ahmed. Oh, c'est bon. Oh, comme c'est bon. mais on se fait tous rouler dans la farine une fois de plus. Tiens, je mets une chaise devant le tableau. Et je l'enlève. Merci. Chaise moins chaise, ça fait 0 chaise. Hein?
Et vous pouvez me dire comment, regardant le tableau vide, je fais la différence entre 0 Ahmed et 0 chaise? Ah mais 0 c'est toujours 0. Que ce soit de 3 Ahmed ou d'une cage à lapin. C'est pas dans 3, 0. Ah ben ça prouve seulement que 0 chaise est aussi une chose qu'il y a dans la chaise. Tout comme 0 Ahmed est dans les 3 Ahmed. Quant à 0 cage à lapin, ben il est dans la cage à lapin. Donc, 0 est un lapin. Ça dans la couleur. Un lapin qu'on nous a posé. Reste que dans le 3, il y a 8. Ce qui fait que 3 est énormément plus grand que 2. Et dans 4, qu'est-ce qu'il y a dans 4? Dans quoi? 4. Dans 4, Ouais. il y a 16. Ben, ce serait trop long de vérifier. Hein. Et puis d'abord, on n'est que 3. On va pas mettre une cage à lapin en plus. Hein. Ah, en tout cas, vous l'avez tous vu. Ahmed, chaise ou lapin. Quand il y a 3 éléments, il y a 8 parties. Ah, ne rien perdre de ce qui se dit, ne rien y ajouter. C'est ça qui fait l'Ahmed. L'Ahmed 1, l'Ahmed 2, même l'Ahmed 3. Et vous aussi, prenez-en de la graine. En mathématiques, bien sûr, mais en toutes choses, et surtout en politique. Écoutez les énoncés, écoutez ce qui se dit, sans rien en retrancher, et sans rien y rajouter de vos humeurs ou de vos espoirs. Ce qui est dit comme c'est dit. Et n'oubliez jamais, la vie est bien plus mathématique que vous le croyez. Ce sera notre dernier. Alors nous allons donc revenir à partir de cette démonstration qui, comme vous l'avez vu, concernait le fini, c'est-à-dire la démonstration visible, intuitive, que le fait qu'un ensemble à 3 éléments a 8 parties, c'est-à-dire en réalité 2 puissance 3, 2 puissance 3 parties, nous voyons déjà se constituer la nature de cette démonstration. Précisément en particulier parce qu'elle a pu être théâtrale. Mais je voudrais que nous entrions maintenant dans la différence absolue entre la démonstration de ce théorème dans le cas d'un ensemble fini, comme nous venons de le voir, et sa démonstration dans le cas d'un ensemble infini. C'est moi le seul et unique Ahmed. Oh, mais j'ai bien compris. Non C'est mais, moi le seul. mais on recommence pas, hein. Ah bon? Ah ben non, non, une fois ça suffit, hein. Allez. Allez, viens. Bon, alors je reprends la différence absolue entre la démonstration de ce théorème dans le cas d'un ensemble fini et dans le cas d'un ensemble infini. C'est moi le seul et unique Ahmed. Non, mais j'ai bien compris. C'est moi. Écoutez un petit peu. Non, mais on va regarder le public, là. Il a déjà vu cette pièce. Non, mais il faut que je vous explique. Enfin, vous, les gens du théâtre,
vous pouvez présenter le problème de ce soir dans le cas du fini. Hein. Et oui, parce que le théâtre, peut-être que son idée est infinie, mais ce qu'il montre, c'est fini. On a fini. Infini. Eh bien, oui, c'est fini. Absolument. Et ce qu'il montre, c'est ce qui est fini. Parce que ce qui est sur la scène, là, on l'a compté. Hein. On était 3. Bah oui. Oui. Bah, 3, c'est fini. Ah bah, oui. Donc on ne peut pas faire plus, parce que imaginez qu'il faille remplir la scène avec une infinité d'acteurs. Vous voyez ça? Non. Non, ben alors ça fait le temps. Ah bah c'est fini. Fini. C'est fini, on ne revenez plus. Ok, allez. Non, vous voyez que la démonstration dans le cas fini, que la pièce a illustré de cette manière, vous voyez comment elle procède. Elle procède, on pourra dire, de façon constructive. C'est-à-dire, vous trouvez un principe d'énumération, en réalité, des regroupements internes à l'ensemble. Donc, c'est une démonstration combinatoire, et vous épuisez les combinaisons. Précisément parce que c'est fini. Dans l'infini, vous ne pouvez pas épuiser les combinaisons, naturellement. Mais quand c'est fini, vous pouvez épuiser les combinaisons. Alors là, c'est pour ça qu'on voit les 3 personnages isolés, puis les 3 combinaisons à 2, puis la combinaison à 3, puis naturellement l'ensemble vide qu'on rajoute toujours, parce qu'il est le vide propre de la multiplicité qu'on est en train d'examiner, c'est-à-dire celle qui ne contient aucun des éléments de cette multiplicité. Alors, on peut généraliser la démonstration, je vous le signale, c'est-à-dire que, je ne vous en donnerai pas le détail, mais ça procède de la même manière. On peut démontrer que si vous savez que, comme nous venons de le montrer, dans le cas de n égale 3, si vous savez qu'un ensemble qui a n éléments a 2 puissance n parties. Ça. Éléments parties. Ce que nous venons de démontrer dans le cas particulier de 3, qui a 8 parties. Et 2 puissance 3 égale 8. Alors, si vous pouvez démontrer que lorsque on a n éléments, on a 2 puissance n parties, dans un cas particulier, vous pouvez à ce moment-là arriver à démontrer que, en effet, de manière générale, si un ensemble a n éléments, alors il a 2 puissance n parties. C'est une démonstration par récurrence, en fait, et elle se fait de la façon suivante, mais je ne veux pas vous la faire dans le détail. Elle se fait de la manière suivante. Vous montrez que si un ensemble n a, vous passez au cas n plus 1, et si vous avez vérifié ceci dans le cas n, alors ceci va être obligatoirement vrai dans le cas n plus 1. Autrement dit, nous avons la démonstration du théorème suivant. S'il est vrai que dans un cas particulier, par exemple 3 et 8, nous avons le fait que quand il y a 3 éléments, il y a 8 parties, c'est-à-dire 2 puissance n, alors vous pouvez démontrer que dans le cas n plus 1, c'est-à-dire dans le cas 4, vous avez 2 puissance n plus 1 parties, c'est-à-dire 16. Et vous pouvez continuer. Si vous démontrez que c'est vrai quand on passe de n à n plus 1 et de 2 puissance n à 2 puissance 1, eh bien vous allez pouvoir passer de n plus 1 à n plus 2, et puis de 2 puissance n plus 1 à 2 puissance n plus 2, etc. Donc autrement dit, vous démontrez exactement la supériorité du nombre de parties sur le nombre d'éléments en passant d'un nombre à un autre. Et comme vous pouvez toujours passer d'un nombre à un autre, vous pouvez dire ce processus, pour tout nombre n, peut être atteint en un nombre fini d'étapes. Et ça, c'est parce qu'un nombre, c'est toujours 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois. Donc un nombre, ça s'atteint toujours en un nombre fini d'étapes, même si ce nombre est très grand. Autrement dit, dans le cas du fini, on démontre qu'il y a plus de parties que d'éléments par une méthode qui, en un certain sens, est elle-même finie.
C'est-à-dire une méthode qui consiste à passer de façon constructive d'un niveau à un autre, ou une méthode qui est fondée, si vous voulez, sur la succession des nombres. Et donc vous allez avoir une méthode contrôlable, finie, qui est le passage d'un niveau à un autre, et on peut dire, de ce point de vue-là, que le théorème fondamental dont je vous parlais au début, à savoir il y a plus de ressources dans les parties d'une multiplicité que dans les individus, est un théorème qui, dans le fini, reste d'une certaine façon en capacité d'une démonstration finie. Autrement dit, la loi de la finitude s'applique lorsque on procède à des ensembles finis. Et ça se voit dans la démonstration, c'est ça qui est intéressant, c'est que la méthode par laquelle vous pensez le passage d'un nombre à un autre est une méthode constructive, contrôlée, et qui, d'une certaine façon, peut être dite finie, comme l'est, de manière générale, la démonstration par récurrence. Alors ce point est très important parce que, en vérité, la thèse de finitude, c'est aussi une thèse sur la pensée. Ce n'est pas simplement une thèse sur le monde, sur la mortalité, sur le fait que c'est une thèse sur la pensée, et c'est une thèse selon laquelle, puisque nous n'avons affaire qu'à du fini, la pensée elle-même ne peut obéir qu'à des protocoles finis. Et ça, au fond, nous le voyons ici. Nous le voyons en un certain sens, puisque nous voyons que l'on peut démontrer qu'il y a plus de ressources dans les parties que dans les éléments, par des méthodes qui sont des méthodes elles-mêmes internes à la construction finie de la succession des nombres. Finalement, ça se démontre parce que si c'est vrai pour n, c'est vrai pour n plus 1. Et si c'est vrai pour n plus 1, c'est vrai pour n plus 2. Si c'est vrai pour n plus 2, c'est vrai pour n plus 3, etc. Mais vous voyez que c'est le passage d'un niveau fini à un autre niveau fini qui va réguler cette démonstration. Le problème fondamental est celui de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'infini. Si on suppose, par contre, qu'il existe des ressources infinies, si on fait cette supposition opposée à la finitude, est-on en état de démontrer, même dans le cas infini, qu'en effet, la ressource en multiplicité est bien plus considérable au niveau des parties qu'au niveau des éléments. Alors, vous voyez bien la nature du problème dans sa généralité, même si le schéma mathématique en est le support. La nature du problème, c'est si on entre dans la considération de l'infini, est-ce qu'on fait du même coup entrer la pensée elle-même dans une sorte de lien intime avec l'infini? Ce n'est pas la même chose de dire l'infini existe, mais comme je n'ai que des ressources finies dans la pensée, je ne le contrôlerai pas, je ne le maîtriserai pas, et de dire au contraire qu'il y a des situations infinies, mais la pensée, dans ce cas, peut être immanente à cette infinité, c'est-à-dire, en effet, d'une certaine façon, devenir elle-même infinie d'une certaine façon. Or, c'est ce que démontre la procédure de Cantor. Alors, la question est très simple. Cantor va démontrer que le théorème que nous venons de montrer théâtralement, si je puis dire, à savoir qu'il y a plus de parties que d'éléments lorsqu'on est dans le fini, et que ça se démontre de façon finie, c'est-à-dire théâtralement praticable, Cantor démontre qu'on peut aussi le démontrer pour l'infini. Donc le théorème de Cantor, qui est un théorème, à mon avis, fondamental, un théorème ontologique de première grandeur, que d'ailleurs Cantor est considéré comme tel, c'est un théorème qui va dire, même dans le cas des ensembles infinis, alors qu'il y a beaucoup d'éléments, parce que l'ensemble est infini, donc il y a une infinité d'éléments, et même dans le cas où on a une infinité d'éléments, même là, la ressource en partie est beaucoup plus considérable que la ressource en éléments. Autrement dit, la situation générale de l'invention par la ressource des parties, par la ressource des collectifs, est plus grande à l'échelle de l'infini lui-même que le dénombrement individuel. Et tout le problème est de savoir comment on peut démontrer ça
dans la mesure où il va falloir manier l'infini. Alors c'est pour ça que je voudrais vous intéresser ce soir à cette démonstration, non pas du tout par son formalisme lui-même, on va le réduire au maximum, mais que vous en mesuriez la portée. Ça signifie véritablement ceci, c'est que, d'une certaine façon, la pensée est en état d'être immanente à l'infini à propos d'une question qui porte sur l'infini. Autrement dit, la pensée n'est pas une finitude qui s'orienterait vers l'infini sans jamais le rejoindre. La pensée s'installe dans l'infinité elle-même par sa procédure démonstrative qui va engager de façon nécessaire une considération qui est de type infini et non pas, comme dans le cas que nous venons d'examiner, une procédure par niveau successif, calculable et fini. Or, ce point, si vous voulez, a une extension considérable dans deux domaines sur lesquels je vais dire un mot illustratif. Si vous prenez par exemple la question de l'évaluation artistique, c'est-à-dire la question des œuvres d'art. La question des œuvres d'art a toujours été une pierre de touche pour la philosophie, parce que on ne voit pas très bien comment l'œuvre d'art pourrait être évaluée par des procédures contrôlables finies. On s'est toujours heurté au fait que le jugement esthétique, la reconnaissance de la beauté d'une œuvre d'art, ou de sa puissance, ou de son universalité, n'arrivait pas à se programmer comme l'excès du nombre des parties dans le cas du fini. C'est-à-dire, on ne pouvait pas dire cette œuvre est plus grande que telle autre, par exemple. Ou on ne pouvait pas dire voilà le protocole d'évaluation de l'œuvre d'art que je vous propose. La critique d'art a toujours été confrontée au fait qu'il y a là un principe de jugement qui précisément déborde la finitude du jugement lui-même. Et c'est pour ça que l'interprétation et le jugement sur les œuvres d'art est ouvert historiquement. Encore aujourd'hui, on réinterprète, on joue encore des tragédies d'Eschyle, écrites il y a 2500 ans, avec le sentiment qu'on n'a pas du tout épuisé la possibilité de juger cette entreprise, parce que, d'une certaine façon, l'œuvre d'art est située sur un horizon d'infinité. C'est ça que ça veut dire. Qu'elle soit encore active, en quelque sorte, dans des temps entièrement différents et éloignés d'elle, montre qu'il n'y a pas de protocole fixe ou arrêté de son évaluation, mais qu'il faut toujours recommencer à la réévaluer dans un contexte différent. Or ça, c'est un rapport, évidemment, à une situation d'infinité potentielle à l'intérieur duquel se meut le jugement artistique et qui indique bien que ce jugement n'est pas de l'ordre de la finitude calculable. Il convoque l'infini comme on l'a observé depuis longtemps dans la critique du jugement de Kant ou dans la pensée romantique, l'idée que l'œuvre d'art comparaît sur fond d'infinité. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas la penser, mais on peut la penser uniquement selon des procédures qui acceptent leur propre infinité et qui peuvent être, par exemple, des procédures de réinterprétation du jugement. Mais c'est aussi vrai d'une autre manière en politique. Parce qu'en politique, en réalité, le grand problème est d'accepter l'infinité du futur. Il n'y a qu'une vraie politique est toujours une politique qui ne se prétend pas en état de se clore sur une donnée programmatique fixe. C'est la grande erreur des révolutionnaires pendant tout un temps d'imaginer que le temps de la révolution, qui est un temps d'un certain sens fini, réglait l'issue du combat politique. En réalité, c'était méconnaître le fait que le jugement politique lui-même est un jugement qui ne peut que laisser ouvert le futur. Et naturellement, il peut investiguer ce futur selon des procédures d'immanence, de prédiction, avoir une idée de ce futur, des choses de cet ordre, mais il ne peut pas le programmer. Et au fond, on sait très bien aujourd'hui qu'un programme, ça n'est pas une affaire concernant immédiatement la transformation de la société, mais c'est une affaire qui concerne la transformation de l'État.
Et le programmatique comme tel est un programmatique étatique. Ce qui relève de la politique proprement dite, c'est l'idée, ce qui est autre chose que le programme. C'est-à-dire l'idée qu'on va être dans une modulation, dans une réformation, dans une révolution en réalité infinie du collectif humain lui-même, de telle sorte que le mouvement même de cette transformation ne puisse pas être codé ou ramené à sa dimension programmatique ou étatique. Et vous voyez bien que dans tous ces domaines-là, on est confronté à la deuxième immanence des vérités, à savoir le fait que la vérité, c'est une connexion du fini et de l'infini. C'est un certain type de connexion du fini et de l'infini. D'où l'intérêt vital, l'intérêt nécessaire qu'il y a à se demander ce qui se passe au niveau le plus abstrait, le plus fondamental, quant à la ressource du collectif par rapport à la ressource individuelle. Est-ce que cette ressource du collectif demeure inépuisablement plus grande que la ressource de l'individu, même quand on a affaire à des ensembles infinis? Dans les ensembles finis, elle est plus grande, mais elle est finiment plus grande. Ben oui, 8, c'est plus grand que 3, mais ce n'est pas infiniment plus grand que 3, 8. Hein. Et de manière générale, on sait que s'il y a n éléments, ben, il y a 2 puissance n parties. C'est nombré, c'est calculable et c'est démontrable. Mais dans l'infini, qu'est-ce qui se passe? Ce problème est le problème clé de la théorie mathématique des multiplicités depuis le XIXe siècle. À certains égards, il n'est pas entièrement résolu encore aujourd'hui. Il continue à passionner les mathématiciens dans des théories de l'infini extraordinairement ramifiées et complexes, mais on ne va pas entrer là-dedans aujourd'hui. Ce que je voudrais simplement vous montrer aujourd'hui, c'est que le raisonnement qui conduit au résultat de Cantor, à savoir qu'en effet, dans l'infini, il y a plus de parties que d'éléments, que c'est vrai dans l'infini aussi, est un raisonnement qui, d'une certaine façon, véhicule lui-même une figure d'infinité. Autrement dit, que la pensée de l'infini doit être, d'une certaine manière, elle-même une pensée infinie. C'est-à-dire que ce n'est pas une pensée finie de l'infini, mais l'infini infinitise la pensée elle-même. C'est ce que je voudrais essayer de vous indiquer sur le cas des ensembles infinis. Alors, le premier problème, alors je vais vous mettre d'un côté la représentation, supposons que ceci soit un ensemble infini. Cet ensemble est composé d'éléments en nombre infini, par conséquent, je les appellerai E indice n. Voilà, donc il y a E1, E2, En, et puis jusqu'à l'infini. Puis de l'autre côté, le même ensemble, appelons-le E, si vous voulez. Et là, on considère des parties. Alors, à l'intérieur des parties, on retrouve les éléments, mais regroupés. Voilà. Alors, la question que nous nous posons, vous le voyez, c'est de savoir s'il y a plus de ça que de ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut faire cette comparaison dans l'infini? Voilà tout le problème. Qu'est-ce que ça veut dire que comparer les multiplicités qui sont ici et puis les éléments qui sont ici quand c'est infini? Qu'est-ce que c'est que la comparaison entre deux infinis? Alors, la notion de cette comparaison, vous pouvez la noter, c'est un concept mathématique tout à fait élémentaire, tout à fait simple, qui s'appelle une correspondance biunivoque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une correspondance biunivoque? Ben, vous avez deux ensembles infinis. C'est une correspondance qui, à chaque point de l'un, fait correspondre un point de l'autre, qui a deux points différents de l'un, fait correspondre deux points différents de l'autre, parce que sinon on pourrait avoir des télescopages, et qui fait correspondre tous les points. On n'en laisse pas de côté. Autrement dit, vous avez trois choses.
concernant notre question des éléments et des parties, à un élément doit correspondre une partie, à deux éléments différents doit correspondre deux parties différentes, et puis il n'y a aucune partie qui est laissée en rade, c'est-à-dire toutes correspondent à un élément. Quand on a cette situation, on dit que les deux ensembles infinis sont égaux, voilà, égaux en quantité, ils ont la même quantité. C'est une idée très simple, c'est un élargissement de l'idée qu'on a dans le fini aussi. À chaque point de l'un, on peut faire correspondre un point de l'autre. Ça se fait point par point et ça épuise tous les points. Effectivement, quand on a cette correspondance biunivoque, on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait faire différence du nombre des éléments et du nombre des parties. Alors on va supposer, la démonstration de Cantor, on va supposer qu'il y a en effet, dans l'infini, autant de parties que d'éléments. Alors, je vous fais remarquer au passage qu'on ne peut pas supposer qu'il y en a moins. On ne peut pas supposer qu'il y a moins de parties que d'éléments, parce que chaque élément est déjà une partie à lui tout seul, comme on l'a vu tout à l'heure quand nous étions comme ça. Donc chaque élément constitue une partie, ça s'appelle un singleton, mais laissons ça de côté. Donc en tout cas, on sait qu'il y a au moins autant de parties que d'éléments. Ça, c'est sûr. Donc, le point est de savoir s'il y en a plus. Ben, pour savoir s'il y en a plus, il suffit de montrer qu'il ne peut pas y en avoir autant, puisqu'il ne peut pas y en avoir moins. Si vous ne pouvez pas en avoir moins ni autant, ben vous en avez plus. Alors vous voyez que la démonstration, c'est ça qui est intéressant, va être une démonstration négative. Alors, nous verrons les conséquences de ce point. Nous n'allons pas en réalité démontrer directement qu'il y a plus de parties que d'éléments. C'est ce que nous avons fait dans le fini. Nous touchons là à un point qui a l'air de rien, mais qui est philosophiquement crucial, l'introduction du rôle de la négation. Nous n'allons pas démontrer directement qu'il y a plus de parties que d'éléments. J'insiste sur le fait que c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous avons directement non seulement démontré, mais même montré qu'il y avait 8 parties alors qu'il n'y avait que 3 éléments. Ça, c'est une démonstration qu'on appelle constructive ou directe. On ne va pas faire comme ça. On va démontrer qu'il est impossible qu'il y ait autant de parties que d'éléments. Et comme il ne peut pas y en avoir moins, il faut qu'il y en ait plus. Voilà. Alors, la démonstration va se faire par la négation d'une possibilité. La négation d'une possibilité, et ce type de raisonnement, vous l'avez sûrement appris à un moment ou à un autre, ça s'appelle le raisonnement par l'absurde. Alors pourquoi pas l'absurde? Parce que vous allez démontrer qu'il serait absurde, c'est-à-dire contradictoire, illogique, intenable, faux, de penser qu'il y a autant de parties que d'éléments. Et donc, nous entrons dans le domaine de la dialectique. C'est ça que je voulais dire philosophiquement. Nous entrons dans le domaine de la dialectique, c'est-à-dire dans un domaine où il est nécessaire de passer par la négation. Il est nécessaire de passer par la négation pour aboutir finalement à une affirmation consistante qui est que la ressource des collectifs, même quand la situation est infinie, est beaucoup plus considérable que la ressource des individus. Alors, je voudrais insister un moment sur ce point. Qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement par l'absurde, de façon générale? Un raisonnement par l'absurde, vous voulez démontrer la proposition P. Un raisonnement par l'absurde, c'est un raisonnement qui consiste non pas à donner une démonstration de la proposition P, mais à donner une démonstration de l'impossibilité de non-P. C'est ça. Alors, vous voyez, c'est un raisonnement qui va tenter de montrer que non-P est impossible et que par conséquent, c'est P qui est vrai. Mais alors, comment démontrer que non-P est impossible? Il va falloir, si on pouvait démontrer directement que non-P est impossible, ça serait trop facile. Il va falloir montrer que si on suppose que non-P est vrai, il se passe des catastrophes. Alors, une catastrophe en logique, c'est quoi? C'est une contradiction. Donc, tout revient à démontrer que non-P provoque des conséquences inadmissibles. Vous voyez que c'est très différent de tout à l'heure.
Tout à l'heure, on pouvait rire avec les autres parce qu'il s'agissait finalement de combiner. Hein. C'était des combinaisons. Et de montrer que les combinaisons nous donnaient le résultat qu'on cherche. Jusque-là, il ne s'agit pas du tout de montrer que des combinaisons vont donner le résultat qu'ils cherchent. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus retors et dialectique, beaucoup plus proche des vraies procédures créatrices et politiques d'ailleurs, qui est qu'on va montrer que non-P entraîne des conséquences inadmissibles, en réalité une contradiction, je vais vous en donner un exemple tout à l'heure tout à fait frappant, et que par conséquent, eh ben, il faut se rabattre sur P, en vertu du principe du tiers exclu, que étant donné un énoncé, c'est ou P ou non P. Bon. Vous voyez bien le cadre général. Mais comment est-ce qu'on va montrer que non P entraîne des conséquences inadmissibles? Eh bien, à vrai dire, au départ, on ne le sait pas. C'est ça tout le problème. On ne le sait pas parce que y a beaucoup de conséquences. Et en vérité, un énoncé, non P par exemple, a une infinité de conséquences. C'est ça le problème. Et donc il va falloir que votre pensée entre dans cette infinité, sans aucune garantie. C'est-à-dire, nous ne savons pas quand nous allons trouver la fameuse contradiction qui va nous montrer que non P est faux. Alors on va ruser, on va avoir des stratégies, on va se diriger comme ci, comme ça, on va avoir l'idée que ça pourrait être telle ou telle chose, bon, toute une série de manœuvres subjectives, mais la complication demeure que vous vous engagez dans une procédure infinie sans garantie. C'est le propre du raisonnement par l'absurde, et c'est pour ça qu'il a toujours été appelé un raisonnement non constructif. C'est un raisonnement non constructif parce que vous ne construisez rien du tout. Vous êtes en situation d'errance, en réalité. Vous errez dans l'infini à la recherche d'une conséquence insupportable, c'est-à-dire à la recherche d'une contradiction. Alors quand vous connaissez le contexte, vous pouvez vous orienter plutôt comme ci ou comme ça, mais le fait de buter sur une contradiction effective, vous ne savez pas quand ça va se produire. Et donc le raisonnement par l'absurde, pratiquement obligatoire quand on manœuvre dans l'infini, est lui-même infini. Parce qu'en réalité, vous vous installez dans une fiction. C'est une œuvre d'art, le raisonnement par l'absurde, une œuvre d'art interminable. Parce que vous supposez non P. Remarquez la chose étrange que vous supposez non P, non pas parce que vous le pensez vrai, mais parce que vous le pensez faux. Donc vous commencez par une supposition à vos propres yeux fausse. Dire votre certitude, c'est que c'est P qui est vrai. Et voilà qu'au lieu de vous engager directement dans la construction de cette certitude, ce qui semblerait quand même raisonnable, vous prenez non P, dont vous supposez qu'il est faux, et vous tirez les conséquences implacables de cette fausseté comme si elle était vraie. Donc il y a aussi un élément de comme si. Hein. C'est ça que j'appelle l'élément de la fiction. Et faire comme si, pour démontrer que quelque chose est faux, c'est une opération nécessaire dans l'infini. C'est une opération nécessaire dans l'infini. Donc, dans le raisonnement par l'absurde, vous avez un élément fictif, qui est de supposer la fausseté de quelque chose dont vous pensez en réalité qu'il est vrai. Vous avez l'infini, parce que les conséquences de votre supposition sont infinies, et que vous allez buter, vous espérez buter, à un moment donné, sur un point de réel, c'est-à-dire sur un impossible. À un moment donné, vous espérez trouver une conséquence de non-P, qui est une conséquence intenable, qui va donc vous obliger à renoncer à non-P et à affirmer triomphalement P. Au passage, vous n'aurez pas appris grand-chose sur P, d'ailleurs, parce que vous aurez surtout exploré non-P. Et donc vous allez surtout connaître les avatars de la négation, au lieu de connaître les joies de l'affirmation. C'est pour ça que les gens préfèrent le fini. Parce que c'est moins fictif. C'est moins fictif et c'est plus constructif. On a l'impression, là, d'avoir vraiment montré que dans un ensemble avec 3 éléments, il y a 8 parties, voilà. On a construit et on peut jouir de ça. Dans le raisonnement par l'absurde, qui est le raisonnement mathématique par excellence, hein, vous êtes dans la fiction infinie d'une négation que vous avez vous-même proposée contre votre propre sentiment, contre votre propre conviction, puisque c'est P que vous voulez démontrer.
Donc vous êtes persuadé que c'est P qui est vrai, et vous vous engagez dans l'examen infini des conséquences de non-P dont vous espérez vigoureusement qu'il est faux. Et pour ça, vous voulez détruire ce non-P, mais le détruire dans une errance dont vous ne connaissez pas le terme ou le résultat obligé. Alors cette invention du raisonnement par l'absurde est une invention prodigieuse dans l'histoire humaine, je vous assure, ça, croyez-moi. Parce que c'est le moment où la pensée prend le risque d'autre chose que des constructions dont elle est capable. Et ça, en politique, ça veut dire que c'est le moment où la pensée prend le risque de quelque chose qui n'est plus réductible à l'État et au pouvoir, mais qui est une aventure de la pensée elle-même dans la situation collective, où d'une certaine manière, la négation va forcément intervenir, ne serait-ce que dans la forme de ce que Mao Tse-tung et les Chinois appelaient le professeur par l'exemple négatif. Or, un raisonnement par l'absurde, c'est ça, c'est le professeur par l'exemple négatif, c'est-à-dire le professeur par l'exemple des conséquences négatives d'une supposition fausse que vous assumez tout un temps pour précisément que le faux se découvre comme faux. Et d'ailleurs, des épistémologues comme Bachelard, mais Lacan lui-même, ont pu soutenir que la vérité se présente dans une structure de fiction, toujours, ou que la vérité se présente dans la guise de l'erreur. Et bien ça, c'est le raisonnement par l'absurde. Dans le raisonnement par l'absurde, véritablement, la vérité se présente dans la guise du faux, puisque c'est le faux qui est votre guide. C'est le faux qui est votre guide vers le réel. Et le réel, il sera un point impossible à tenir. C'est ça. Il vous sera infligé un point à tenir. Vous refluerez vers votre but, qui était la démonstration de P. Alors voilà, et l'exemple peut-être le plus admirable, c'est celui de la démonstration de Cantor de ce point, parce qu'elle touche, elle, au rapport le plus essentiel des multiplicités, qui est le rapport entre individu et collectif, entre individu et parti. Et il va démontrer, par l'absurde, naturellement, à ses risques et périls, parce que dans le raisonnement par l'absurde, on fonctionne à ses risques et périls. On peut très bien ne jamais la trouver, la contradiction. On peut s'installer dans non-P indéfiniment. Ça ne veut pas dire que non-P est vrai. Ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé le point d'impossible sur lequel il vient buter. Et donc c'est le risque d'une infinité stérile. Ça aussi, en politique, ça existe. Il faut dans ce type de raisonnement une grande patience. Il faut une grande patience. Parce que les conséquences du faux ne sont avérées qu'en un point que vous ne connaissez pas. Voilà. Alors, on va maintenant démontrer quand même, on va démontrer le théorème de Cantor. Je repars du schéma. On suppose qu'on a une correspondance biunivoque entre un ensemble infini et l'ensemble de ses parties. Hein? Voilà. Autrement dit, on suppose que à chaque élément E1 correspond une partie. On prend tous les éléments, et puis à tous les éléments correspondent une partie. Et au fond, c'est un peu, vous voyez, comme si on nommait les parties par les éléments. Comme si on arrivait, pour chaque partie, à lui donner un nom qui est un élément. Et chaque partie a un nom qui est un élément, et chaque élément est le nom d'une partie. Toutes les parties ont un nom, et jamais deux parties n'ont le même nom. Donc ce n'est pas que la logique des noms propres, une logique parfaite des noms propres. Il y a comme si vous arriviez à nommer chaque regroupement collectif par un élément, et que ceci se fasse dans les conditions biunivoques. Alors, on suppose ça. Alors, vous voyez bien que si on a en tête de démontrer qu'il y a plus de parties que d'éléments,
on fait une hypothèse qu'on juge fausse. C'est-à-dire, s'il y a plus de parties que d'éléments, ben, on ne peut pas faire ça. Parce qu'il y aura une partie, au moins, qui n'aura pas de nom. Ou alors elle aura le même nom qu'une autre, ce qu'on a exclu. Donc s'il n'y a pas de partie anonyme, si je puis dire, si toutes les parties sont nommées par des noms tous différents, on a une corrélation biunivoque, et donc on a strictement autant de parties que d'éléments. Alors là, c'est là qu'il y a une espèce de tour de magie. Honnêtement, il y a un espèce de tour de magie qui est le point d'impossible. Quand on remarque, c'est la chose suivante. Je suppose qu'il y ait ça. Alors je constate qu'il y a deux cas possibles. Ou bien le nom d'une partie est dans la partie. C'est tout à fait possible. Une partie, c'est un groupement d'éléments, et il se peut très bien que parmi les éléments d'une partie, et il y a beaucoup de parties qui contiennent E1. Donc, premier cas, ou bien le nom des parties est dans la partie, ou bien, deuxième cas, le nom, mettons celui-ci, est en dehors de la partie. Ça, c'est une distinction obligée. C'est l'un ou c'est l'autre, et l'hypothèse, c'est que les deux existent, naturellement. Il y a des cas où le nom est dans la partie, il y a des cas où le nom n'est pas dans la partie, évidemment. Et alors, l'astuce de Cantor, c'est de dire, je vais considérer la partie composée de tous les noms qui ne sont pas dans la partie qu'il nomme. C'est là le tour de magie. Et il faut se le représenter parce que c'est un tout petit peu compliqué comme ça mentalement. Mais en réalité, c'est très simple. Tous les éléments comme ça, c'est-à-dire tous les noms qui ne sont pas dans la partie qu'ils nomment, constituent à leur tour une partie. C'est-à-dire la partie composée des noms qui ne sont pas dans la partie à laquelle ils correspondent par la correspondance biunivoque. Alors on obtient une partie. Et alors, il se produit ce phénomène tout à fait extraordinaire que cette partie n'a pas de nom. Elle ne peut pas avoir de nom. Ça c'est extraordinaire parce qu'elle ne peut pas avoir de nom, comme nous allons le montrer tout de suite. Alors, partie composée des noms extérieurs à la partie qu'il nomme. Voilà. Ça, c'est une partie. Elle existe, forcément. Elle est composée de l'ensemble des noms qui ne sont pas intérieurs à la partie qu'il nomme. Et alors, la supposition que nous faisons, c'est que cette partie a un nom. C'est ça, le point. Cette partie a un nom. Alors, appelons ce nom E indice P. P pour paradoxal. Alors, ce nom, lui, est-il intérieur ou extérieur à la partie? Puisque tout élément correspond à une partie. Donc, EP doit correspondre lui aussi, il nomme cet ensemble-là. Mais lui, où il est, s'il est extérieur à la partie, ben, il doit être dedans, puisque c'est la partie qui contient tous les noms qui sont extérieurs à la partie. Et s'il est dedans, ben, il doit être dehors, puisque la partie est composée de tous les noms qui sont extérieurs. Donc il peut être nulle part. Et donc, à proprement parler, ce nom ne peut pas exister.
Parce que, ou bien un nom est intérieur à la partie, ou bien il est extérieur. Il n'y a pas de troisième possibilité, il ne peut pas être à cheval. Alors, essayez de bien vous imprégner de ce raisonnement qui paraît un tour de passe-passe, mais qui n'en est pas un. C'est une construction effective. C'est le point de butée du raisonnement par l'absurde, qui est que la supposition que partie et éléments sont en correspondance biunivoque aboutit finalement à la construction d'une partie faite des noms extérieurs à la partie qu'il nomme, qui n'est pas nommable. Elle n'est pas nommable puisque si on lui assigne un nom, on s'aperçoit que si ce nom est dedans, il devrait être dehors, et que s'il est dehors, il devrait être dedans, en vertu de la définition de la partie qui est de rassembler tous les noms qui sont extérieurs. Alors, vous voyez, on obtient un effet de battement. Ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Les effets de battement sont très importants dans ce type de manipulation de l'infini. Et on obtient une entité qui est une entité paradoxale parce qu'elle est en battement entre intérieur et extérieur. Si vous la mettez à l'intérieur, c'est qu'elle est à l'extérieur. Si vous la laissez à l'extérieur, c'est qu'elle devrait être à l'intérieur. Ce processus de battement est caractéristique, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons, caractéristique qu'on est dans la zone de l'infini. Dans la zone de l'infini, on peut toujours construire des phénomènes de cet ordre, des phénomènes paradoxaux, dans lesquels la notion d'intériorité et d'extériorité ont une relation dialectique. C'est-à-dire, l'extériorité se nie comme intériorité et l'intériorité se nie comme extériorité. Un schéma que Hegel a exploré effectivement dans les grandes catégories de sa spéculation. Mais vous voyez que là, ça signifie tout simplement que l'hypothèse initiale, à savoir qu'il existe une correspondance biunivoque entre les éléments et les parties, doit être abandonnée. Et comme nous savons que les parties ne peuvent pas être moins nombreuses, elles ne peuvent pas être égales, donc elles sont plus nombreuses. Nous voilà donc en possession du théorème de Cantor dans sa forme générale. Les parties sont toujours plus nombreuses que les éléments, qu'il s'agisse d'ensemble fini ou d'ensemble infini. Alors, la démonstration, vous voyez, elle est intéressante en elle-même parce que c'est une démonstration risquée. La notion de risque est une notion immédiatement liée à la notion d'infini. Toute pensée qui est confrontée à l'infini prend le risque d'une errance ou prend le risque d'un élément paradoxal, les deux étant d'ailleurs liés. Ou bien il va y avoir la rencontre de quelque chose dans lequel on ne sait pas si c'est intérieur ou extérieur, dont on ne sait pas si ça vous appartient ou si ça ne vous appartient pas, dont on ne sait pas quel statut lui accorder, et ça c'est ce qu'on rencontre dans l'infini, et peut-être que dans un autre type de pensée que la mathématique, on aura assumé l'existence de ces entités paradoxales ou des effets de battement, ou bien vous devrez refluer par rapport à une hypothèse que vous avez faite et qui s'avère finalement négative. Alors, la conclusion de tout cela, à laquelle je voudrais venir maintenant, est la suivante. Premièrement, enfin, on peut le récapituler ainsi. Premièrement, le résultat positif le plus simple, c'est que dans tous les cas, la ressource collective d'une situation est supérieure à sa ressource individuelle, au niveau des possibles. Elle crée plus de possibles. Elle crée plus de possibles et donc elle est plus riche en possibilités que le dénombrement individuel. Ça, c'est vrai dans le fini, de façon calculable, c'est vrai dans l'infini, de façon non calculable, mais par la stratégie de la dialectique négative. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on entre dans une connexion du fini et de l'infini, c'est-à-dire quand on est en immanence à une relation entre le fini et l'infini,
alors la pensée ne peut plus être calculatrice. Elle ne peut plus être calculatrice. Elle est nécessairement dialectique, c'est-à-dire elle résonne en termes d'itinéraire et d'obstacles à cet itinéraire. Elle ne résonne pas en termes de passage d'une étape à une autre. C'est ce qui permet, on y reviendra la prochaine fois dans un domaine tout à fait autre que les mathématiques, c'est ce qui permet de comprendre pourquoi le jugement de vérité n'est pas un jugement calculable. Même pas en mathématiques, comme vous voyez, puisque, à proprement parler, ce théorème de Cantor n'est pas un théorème programmable, ce n'est pas un théorème constructif. C'est un risque pris qui aboutit à une réalité paradoxale. Et après tout, un dialecticien pourrait dire, mais cette entité qui n'est ni intérieure ni extérieure, c'est ça le réel. C'est elle qui soutient en réel l'infinité. On pourrait dire ça. Là, comme on est dans une logique analytique, on dit c'est une contradiction, donc je la balaye et je reviens à l'affirmation initiale. Mais vous voyez bien que ça, c'est le schéma de la logique mathématique en tant que logique classique. Mais vous pourriez très bien penser que ce n'est que quand vous rencontrez un phénomène de cet ordre que vous êtes dans l'épreuve du réel de la situation que vous êtes en train de parcourir dans l'errance et dans le risque. Et de fait, on pourra montrer que dans l'œuvre d'art, dans la situation politique, et plus encore dans la situation amoureuse, la question de savoir si on n'est pas constamment aux prises avec l'incertitude quant à ce qui est dedans et ce qui est dehors est constitutive du processus lui-même. Ce qui a été interprété dans deux voies. La première, nihiliste, qui est la voie de Proust, sur laquelle ça prouve bien que c'est la jalousie qui est l'essence de l'amour, puisque vous ne pouvez que constamment douter de l'intériorité ou de l'extériorité de l'autre par rapport au processus amoureux. Vous êtes toujours dans le paradoxe réel d'être confronté à la possibilité que son intériorité soit en réalité une extériorité. Et puis vous avez la possibilité dialectique positive qui est de dire que le rapport entre intériorité et extériorité est précisément le lieu de la construction infinie de l'amour lui-même. Et que c'est ça qui en est la matière, pas du tout l'échec, mais qui en est le principe de construction, de réaménager constamment le rapport entre intériorité et extériorité, de telle sorte qu'on puisse accepter aussi des situations de battement qui sont les battements du cœur. Qui sont les battements du cœur. Voilà. Et ça, c'est une conclusion majeure sur laquelle je voudrais rester aujourd'hui, qui est qu'il est très frappant qu'au niveau le plus abstrait, le plus démonstratif, le plus écrit, on rencontre, dès qu'il s'agit de l'infini, ces processus d'intériorité risquée, de pensée infinie et de détour par la négation. Ce qui prouve bien que l'immanence des vérités, au niveau même des vérités les plus schématiques, les plus formelles, l'immanence des vérités, c'est inévitablement la possibilité pour la pensée humaine de s'infinitiser dans le risque qu'elle rencontre. Et évidemment, on accepte ou on n'accepte pas ce genre de risque. Merci pour ce soir.